Lorsque, par une froide matinée de février, le monde entier a assisté au début de l'invasion russe de l'Ukraine, personne n'imaginait qu'un an et 3 mois plus tard, nous assisterions à l'invasion dans l'autre sens, sur le territoire de la Fédération de Russie. Le triomphe russe dans la prise de Bakhmut, après 9 mois d'assaut, a été éclipsé par l'humiliation de l'invasion du territoire russe par les forces d'opposition russes. Quelques jours plus tard, un barrage sur le Dniepr a été détruit à Novokakhovka, ce qui a provoqué un désastre dévastateur pour l'environnement, l'économie et le tissu social, qui a également changé diamétralement la situation opérationnelle. Voyons ce qu'il en est aujourd'hui, sur carte. Un bref avertissement en préambule. La visualisation des événements dans cet épisode couvre la période allant jusqu'à l'explosion du barrage de Kakhovka. Immédiatement après, des développements importants ont eu lieu sur le front de Zaporizhia, où les Ukrainiens ont engagé des chars Léopard, entre autres. Comme le souligne Konrad Muzyka, l'avenir nous dira si les actions actuelles constituent l'axe principal des forces armées ukrainiennes dans la contre-offensive en cours. Ces événements feront l'objet du prochain épisode de la série sur carte. Région de Kharkiv. La ligne de front près de Kharkiv reste gelée. La plupart des attaques ont à nouveau eu lieu près de Masyultivka, qui, contrairement aux informations russes, reste sous contrôle ukrainien. Les Ukrainiens affirment que Moscou a déployé ses propres unités Storm Z dans la région. Ces unités sont composées de condamnés qui n'ont jamais combattu sous la bannière de la PMC de Wagner. Les Storm Z ont été créés pour contrer Wagner, réduire le nombre de personnes qu'il peut recruter et limiter ainsi son influence sur le champ de bataille. Cependant, l'événement le plus intéressant dans ce sens n'a pas eu lieu dans l'oblast de Kharkiv, mais dans la région de Belgorod, où, le 22 mai, le corps des volontaires russes a mené un raid sur le poste frontière de Kozinka. Non seulement ils s'emparent du poste, mais ils avancent également vers Glotovo, tandis que la fumée est visible au-dessus de Gorapodol, à quelques 7 km de la frontière. Si Gorapodol a bien été atteint, les assaillants se trouvaient à une dizaine de kilomètres de l'installation de stockage nucléaire de Belgorod 22. À la suite de cette incursion, la zone contrôlée par le corps des volontaires russes a été déclarée démilitarisée. Les Ukrainiens ont nié toute implication dans l'attaque, tandis que le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, a affirmé que les attaquants avaient perdu plus de 70 hommes dans le raid. Cependant, nos sources du côté ukrainien affirment que le corps des volontaires russes a perdu moins de 10 hommes. Rappelons que si le RVC est, en théorie, une unité composée de Russes, les opérations du corps sont organisées et dirigées par les services de renseignement militaires ukrainiens. L'attaque a été légère, en termes d'équipement. Le RVC a envoyé au moins 2 chars, un véhicule blindé de transport de troupes et plusieurs autres véhicules légèrement blindés, tels que des MRAP fournis par les États-Unis. Mais cela suffit à choquer l'établissement politico-militaire russe et les médias sociaux. Cela a donné lieu à des scènes étranges, au cours desquelles le chef d'état-major des forces terrestres russes, le colonel général Alexandre Lapine, a personnellement conduit les troupes russes au combat près de Glotovo. Plus d'une semaine après le raid sur le poste frontière de Kozinka, le corps des volontaires russes et la Légion de la Liberté de la Russie ont effectué un nouveau raid le 1er juin, cette fois sur Novaya Tavolzhanka et en direction de Shebekino. Cette dernière n'est située qu'à 30 km de Belgorod, contre plus de 80 km pour Kozinka. Cette dernière attaque a donc rapproché des unités de Belgorod. Il est donc clair que le commandement russe et l'administration régionale n'ont tiré aucune leçon des invasions précédentes, comme le montre la facilité avec laquelle les insurgés sont entrés en Russie. Ces attaques sont de nature intimidante. Elles sont conçues pour inciter Moscou à répondre à une menace croissante contre son intégrité territoriale et pour l'obliger ensuite à disperser ses forces. La première attaque était probablement un test pour voir comment les Russes allaient réagir. Elle était d'ailleurs relativement modeste, puisqu'elle impliquait environ 300 soldats. Étant donné que les Ukrainiens n'avaient toujours pas été chassés de Novaya Tavolzhanka, le dimanche 4 juin, cela signifie que les défenses de la région étaient très faibles et, ou, que les Ukrainiens avaient prévu une force plus importante pour cette attaque. M. Rohan estime que le maintien d'une telle opération pendant plusieurs jours dépasse les capacités des services de renseignement ukrainiens. Il est donc probable que des formations militaires ukrainiennes régulières aient été impliquées dans l'attaque actuelle, ce qui rend la pérennité de la présence ukrainienne près de Belgorod beaucoup plus importante que lors du raid de Kozinka. Si tel est le cas, l'attaque s'inscrit dans une stratégie étatique plus large, visant à déstabiliser la Russie et à accroître les chances de Kiev de lancer une contre-offensive réussie. Bien entendu,
Nous ne savons pas combien de temps Kiev sera en mesure de maintenir ses forces de l'autre côté de la frontière, mais il n'est pas exclu que les Ukrainiens pénètrent plus profondément dans Belgorod si la situation le permet. Dans ce cas, la probabilité de menace nucléaire russe augmentera sans aucun doute. Région de Lugansk. La situation dans la région de Lugansk n'a pas beaucoup évolué, même si les Ukrainiens avaient mené avec succès des opérations offensives près de Serivka. Dans cette partie de l'Ukraine, le centre de gravité se situe autour de Bilorivka, où, selon Roman Vlasenko, chef de l'administration de Severodonetsk, l'essentiel des troupes russes a été déployé. Cependant, malgré cette concentration d'unités et plusieurs semaines de tentatives de percer des lignes ukrainiennes, les Russes n'ont réalisé aucun gain territorial confirmé. Le village reste sous contrôle ukrainien. Début juin, une source ukrainienne a indiqué que les forces ukrainiennes avaient libéré plus de 9 km² dans la région de Svatove. Les Ukrainiens auraient poussé les Russes à traverser la rivière Serebets et se seraient emparés de Serivka, tandis que les Russes auraient établi leur défense à Rehorodovka. Les sources russes n'ont pas confirmé ces événements, tandis que les blogueurs ukrainiens ont confirmé que le village restait sous le contrôle de Kiev. En revanche, les Russes ont tenté à plusieurs reprises de prendre Novoselivsk d'assaut, mais en vain. De même, il n'y a pas eu d'évolution pour être Makivka, Plochanka et Chervonopopivka. Les assauts russes sur Terny, Trotsky et Nevsky ont également échoué. Ce rapport a été produit en coopération avec le centre analytique de Rohan Consulting, cité entre autres par le Wall Street Journal et le New York Times. Depuis le début de la guerre en Ukraine, Rohan publie un rapport de guerre quotidien appelé Ukraine Conflict Monitor, qui présente une analyse approfondie et unique du champ de bataille. Vous pouvez acheter l'accès à Ukraine Conflict Monitor via le lien dans la description. Région de Donetsk. Le 20 mai, le chef de Wagner, Prigojine, a confirmé que ses troupes s'étaient emparées de Bakhmut, mettant ainsi fin à une bataille de 9 mois pour la ville. La prise de la ville est en effet la plus grande victoire russe depuis juillet 2022. Cependant, Bakhmut ne représente pas en soi une grande valeur stratégique, et les perspectives après sa capture sont sombres. Les Russes à Bakhmut occupent les basses terres, et tout mouvement vers Chassivyar impliquera une lutte difficile contre des fortifications ukrainiennes à l'ouest de Bakhmut. Sur le plan opérationnel, la chute de Bakhmut ne change pas grand-chose. Entre-temps, la force qui s'est emparée de la ville, le groupe Wagner, est parti. D'après certaines informations, le groupe Wagner a quitté la ville par rotation pour être remplacé par des éléments de 2 divisions aéroportées russes, sur la base d'une évaluation du ministère britannique de la Défense. On ne sait pas encore quelle sera la prochaine étape pour Wagner. L'organisation pourrait réapparaître dans d'autres parties de la ligne de front. Cependant, si les condamnés et autres personnels non entraînés de Wagner étaient mieux adaptés aux opérations urbaines, leur utilité en terrain ouvert, sans véhicules blindés, sera mise à rude épreuve. Ce n'est un secret pour personne que les deux camps sont sortis gravement blessés de cette bataille. Il suffit de dire que les pertes ukrainiennes dans la ville pour le seul mois de février sont de l'ordre de 3000 à 4000 hommes. L'analyse de Rohan nous apprend que l'Ukraine n'a pas de problème d'effectifs. Le problème est l'accès aux munitions d'artillerie. Kiev s'est enlisé dans les combats, ce qui pourrait affecter sa capacité à maintenir des munitions d'artillerie adéquates pendant la contre-offensive. Mais Kiev reste confiante. Selon Serhiy Cherevati, porte-parole du groupe oriental des forces armées ukrainiennes, les forces ukrainiennes dans la région de Bakhmut ont atteint leur objectif principal. Les Ukrainiens ont épuisé les Russes et tué de nombreux soldats de Wagner. Ils ont également forcé Wagner à fuir la ville, tandis que les Ukrainiens continuaient à mener des attaques contre le groupe. Cherevati a ajouté que les troupes venant remplacer Wagner n'étaient pas très motivées. Néanmoins, les Ukrainiens ont également déclaré que les Russes avaient augmenté le rythme d'attaque d'artillerie pour couvrir la rotation de leurs forces à Bakhmut. Hormis les combats pour Bakhmut, la situation générale dans la région de Donetsk est restée largement inchangée et relativement stable. Les combats se sont poursuivis sur l'ensemble de la ligne de front, mais la capacité des Russes et des Ukrainiens à faire pencher la balance en leur faveur ne s'est pas concrétisée. Il convient de noter que les Russes ont détruit le barrage du réservoir de Karlivka à l'aide de missiles S-300, exposant Halitsnivka, Zelane-Perché et Zelane-Drouet à des inondations. Jusqu'à présent, l'impact sur le mouvement des forces ukrainiennes dans la région semble limité. En outre, les Ukrainiens ont très probablement lancé des contre-attaques limitées près de Vuhledar. Des sources russes affirment qu'ils ont attaqué en direction de Volodymyrivka et qu'ils ont réussi à avancer et à reprendre jusqu'à 18 km².
Ils sont également entrés dans Mykylski Dachi, forçant les Russes à se retirer au-delà de la rivière Kashtagash, au sud-ouest de la localité. Région de Zaporijia. Petit rappel, la description concerne les événements antérieurs au 7 juin 2023. La période écoulée s'est à nouveau révélée relativement stable dans la région de Zaporijia. Les inquiétudes russes concernant l'imminence de l'offensive ukrainienne fluctuent, mais continuent de se faire entendre bruyamment. Selon un rapport, 65 000 soldats ont déjà été déployés à 80 ou 100 km du front, y compris 2 corps d'armée et des unités aéroportées. Nous n'avons pas été en mesure de confirmer l'exactitude de ces rapports, mais les chiffres sont probablement proches. Selon une autre source, Rybar, le groupe compterait entre 50 000 et 55 000 hommes. D'autre part, le service de renseignement militaire ukrainien, SUR, affirme que quelques 152 000 soldats russes sont déployés dans la région de Zaporijia et de Kherson. Le service n'a enregistré aucun retrait de troupes russes dans ces deux régions. Le SUR a également noté que la soi-disant évacuation des citoyens vivant près de la ligne de front était en fait un exercice de contre-espionnage et de filtrage visant à limiter le nombre de résidents susceptibles de fournir à l'armée et aux services de sécurité ukrainiens des informations sur les mouvements des forces russes dans les régions de Kherson et Zaporijia. Selon Ivan Fedorov, le maire ukrainien de Melitopol, les forces russes continuent de creuser des tranchées suffisamment grandes pour abriter du matériel à la périphérie de Melitopol. Il a également déclaré que les troupes russes cachent du matériel et du personnel dans la forêt de Boratyr et utilisent les arbres pour construire des fortifications supplémentaires. Il a ajouté que les habitants de la ville signalent de nombreux camions militaires chargés d'arbres se déplacent le long de la route périphérique en direction de la ligne de front de Zaporijia. Les Ukrainiens ont de nouveau attaqué Berdiansk, peut-être à l'aide du missile de croisière Storm Shadow Scalp. La cible de l'attaque n'est pas claire, mais les attaques répétées contre la ville suggèrent qu'il s'agit de cibles hautement prioritaires. D'autre part, selon Vladimir Rogov, un responsable de l'occupation dans la région de Zaporijia, l'artillerie ukrainienne a frappé la route T-08-17 entre Vassilivka et Dnipro-Rudne le 30 mai. Il a également indiqué que les Ukrainiens avaient bombardé Mikhailivka le 30 mai. Ces attaques pourraient avoir pour but de dégager la voie pour que les Ukrainiens puissent atteindre la centrale nucléaire de Zaporijia. Région de Kherson et de la Crimée. Le mardi 6 juin, le barrage sur le Dniepr à Novakakhovka a été détruit. Pour mémoire, en raison de la rapidité des événements, l'analyse de ces événements ne provient pas de Rohan, mais de nos propres sources et observations. Les deux parties se rejettent la responsabilité de la destruction du barrage. Le Kremlin affirme que les Ukrainiens ont fait sauter le barrage avec des tirs d'artillerie, ce qui aurait été extrêmement difficile, voire impossible. D'autre part, il a été largement discuté que des explosifs placés par les Russes se trouvaient à l'intérieur de la structure du barrage depuis plusieurs mois. Le barrage était sous contrôle russe depuis les premiers jours de la guerre. Le risque de le faire sauter a été évoqué lors de l'offensive ukrainienne de l'année dernière. Le 11 novembre, une explosion s'est produite au niveau du barrage, mais la structure a conservé son intégrité. Une rupture du barrage due à l'accumulation délibérée de niveaux d'eau extrêmement élevés est également possible. L'imagerie satellite montre que la route qui longe le barrage a été rompue 3 ou 4 jours plus tôt. Mais cela ne change rien à la responsabilité de l'événement, qui incombe toujours aux Russes. Selon la journaliste ukrainienne Olga Tokaryuk, l'explosion du barrage de Kakhovka aura des conséquences profondes et durables pour l'Ukraine. Certaines des terres les plus fertiles deviendront un désert. Le secteur agricole ukrainien sera durement touché. Les gens quitteront ces terres en raison du manque d'emploi, du climat et des changements environnementaux. Sur le plan opérationnel, l'explosion du barrage a des conséquences importantes pour les deux parties. L'objectif principal des Russes est de retarder la contre-offensive des Ukrainiens et de rendre plus difficile le débarquement à travers le Dniepr. Le Kremlin compte sur le fait que même après le retrait des eaux, la boue et les marécages rendront la zone impraticable pour les équipements lourds. Cela permettra à Moscou de raccourcir la ligne de front et de renforcer la région de Zaporijia au détriment de Kherson. Toutefois, en raison de l'élévation du terrain, la plupart des marécages se trouvent sur la rive gauche du fleuve, c'est-à-dire en territoire occupé par la Russie. Le Kremlin serait donc prêt à détruire le barrage au prix de la perte de ses propres fortifications à Kherson et des champs de mines, dont la plupart ont été inondés. Tout bâton a deux extrémités. En faisant sauter le barrage, les Russes ont scellé le destin de la Crimée, qui a été privée d'eau.
le canal de Crimée puisait l'eau dans le réservoir de Kakhovka. Mais après la rupture, l'eau a commencé à s'écouler à l'envers. Le Kremlin retarde ainsi la contre-offensive principale de Kiev, mais au prix d'une perte énorme, non seulement environnementale, mais aussi potentiellement stratégique, de la Crimée et de toute la rive gauche du Dniepr. Les estimations de la durée pendant laquelle la région de Kherson sera impraticable varient, allant de quelques semaines à quelques mois. Néanmoins, l'impact de l'explosion du barrage se mesurera en décennies et pourrait avoir des conséquences stratégiques désastreuses pour le Kremlin. Le calcul froid de Moscou pourrait également avoir pour conséquence de priver l'Ukraine de l'une de ses infrastructures essentielles pendant des années, avant le retrait des troupes russes. C'est-à-dire un raisonnement du type « si nous ne l'avons pas, personne ne l'aura ». Dans ce contexte, les risques pour la centrale nucléaire de Zaporijia augmentent également. D'un autre côté, la catastrophe pourrait inciter l'Occident à renforcer encore les capacités offensives de Kiev. Quelques instants après l'événement, le commandant des forces armées combinées d'Ukraine, Serhiy Naïev, a déclaré que l'explosion du barrage de Novokakhovka ne nuira pas à l'offensive des forces armées ukrainiennes, le commandement ayant anticipé de telles mesures de la part des occupants. Un peu de recul par rapport aux événements en Ukraine et en Russie. La situation en Biélorussie reste calme. Outre les informations sur la soi-disant détérioration de l'état de santé de Loukachenko, la principale nouvelle reste le fait que Minsk et Moscou ont signé un accord sur le déploiement d'armes nucléaires en Biélorussie. Les Biélorusses devaient effectuer des exercices avec le système Iskander, vraisemblablement dans le but de manipuler des ogives nucléaires. La décision tant attendue de Kiev de transférer des avions de chasse F-16 aux Ukrainiens a également été prise. Il ne fait aucun doute que lorsque l'Ukraine recevra 40 à 60 F-16, elle disposera d'une capacité supplémentaire importante. Toutefois, il est peu probable qu'ils apparaissent dans le ciel des Ukrainiens avant le 4e trimestre. Les Australiens envisagent également de donner à l'Ukraine leur F-18 Hornets, retirés du service. L'Ukraine est prête à reconquérir des terres perdues, comme le confirment les opérations menées actuellement à Zaporijia. L'avenir nous dira s'il s'agit déjà d'une poussée principale des forces armées ukrainiennes. Nous ne manquons pas de rendre compte de ces développements dans le prochain épisode de la série Sur Carte.